Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le mercredi 30 janvier 2019, journée globalement de transition, même si on a eu une certaine victoire entre guillemets de Theresa May au Parlement hier soir. Quelques amendements que nous allons discuter dans ce webinaire ont été votés. Concrètement, Theresa May, sa prochaine étape, c'est une renégociation de l'accord qui avait été conclu avec Bruxelles en novembre. Theresa May qui a un petit peu moins de 2 mois pour négocier avec l'UE, puisque dans 2 mois pile, eh bien, nous avons le Brexit court lieu si aucun accord n'est trouvé. Donc voilà, retour de Theresa May aux négociations, l'Union européenne qui a déjà affirmé, qui a déjà rejeté finalement l'idée de renégocier cet accord, et notamment bien le filet de sécurité irlandais, vous savez, le fameux backstop, qui est une garantie qu'il n'y aura pas de frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc c'est une garantie qui est exigée par Bruxelles, par Bruxelles, et dont le Parlement souhaite assouplir en cas de no deal. Voilà, donc rejet du Bruxelles de renégocier cet accord. Donc il semblerait que voilà, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu pour que Theresa May retrouve un accord, ou du moins meilleur que celui-ci. Voilà par rapport au Brexit. Au niveau de la Fed, donc ce soir, le marché attend le communiqué et Jérôme Powell. Alors concrètement, il n'y aura pas de hausse des taux, il n'y aura pas de changement de la politique monétaire. Ce qu'attend réellement le marché, c'est des commentaires sur le nombre de hausses des taux qu'aura lieu en 2019, et deux, et c'est surtout le deuxième point, la fin de la normalisation du bilan de la Fed. Je vous rappelle, la Fed a débuté la normalisation de son bilan en octobre 2017. Elle commençait à réduire à hauteur de 10 milliards par mois, et elle est dorénavant à hauteur de 50 milliards par mois. Donc la Fed se délaisse de certains de ses actifs d'une hauteur de 50 milliards de dollars par mois. Donc ça ajoute, comment dire, du coup ça ajoute de l'offre sur les marchés, ça ajoute de l'offre, et donc ça fait pression finalement sur le marché obligataire. Donc voilà, donc ce que le marché souhaite savoir, c'est quand aura lieu la fin de cette normalisation de son bilan. A priori, auparavant, l'objectif de base, c'était revenir au niveau pré-crise 2008, c'est-à-dire à un bilan de 1000 milliards de dollars. Actuellement, le bilan de la Fed est de 4050. À titre de comparaison, celui de la BCE est à 4500 euros. 4500 milliards d'euros. Voilà. Euh, alors bonjour tout le monde, bonjour Loïc, bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien. Pascal que je salue également, Moa, Denis, François, bonjour à vous. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Voici l'avertissement gage sur les risques que, comme d'habitude, je vous invite à prendre en connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors avant de poursuivre ce webinaire, j'ai quelques informations à vous donner. Première chose, reprise des webinaires éducatifs à partir de ce soir, 18h heure française. J'aurai le plaisir de vous faire un webinaire sur Enkin Hashi, vous savez, le fameux type de graphique Enkin Hashi. Voilà, donc nous en parlerons ce soir à 18h. Pas de webinaire spécial fait ce soir, étant donné qu'il n'y aura pas de hausse des taux. Et voilà, donc pas de webinaire fait ce soir. Il y aura peut-être un article qui sera écrit ce soir, ou alors, dans le pire des cas, demain matin. Comme vous savez, j'écris un article vraiment tôt, vers 8h, entre 8h et 8h30. Il y a le premier article sur DFX qui est publié, et donc le résumé de la Fed, il sera disponible à ce moment-là. Et écoutez, sinon, c'est tout pour les informations. J'espère que vous allez bien. Que vous avez la forme en ce mercredi de Fed. Voilà, à savoir que dorénavant, 2019, nous aurons des discours de Jérôme Powell à chaque décision des taux de la Fed, ce qui n'était pas le cas auparavant. À l'époque de Janet Yellen, Janet Yellen avait mis en place des conférences, des discours, des conférences de presse, à chaque fin de trimestre. Donc c'était mars, juin, septembre, décembre.
ce qui permettait aux investisseurs d'avoir une idée un petit peu plus précise du moment des hausses des taux, parce que ça avait lieu à chaque fois lorsqu'on avait des discours de Janet Yellen. Mais puisque maintenant Jean-Paul a rétabli les conférences de presse à chaque décision des taux, eh bien nous en aurons donc 10 par an. Voilà. 8 par an, pardon, excusez-moi, pas 10. Donc le double. Alors, au niveau des résumés de la science américaine et asiatique, DXY en hausse de 0,10%, Dow Jones qui a progressé. Alors, il faut savoir que hier, les marchés américains ont clôturé dans un dispersé. On voit le S&P a perdu 0,15%. On a une nette surperformance des industriels. Par contre, au niveau des techs, les techs ont été vendus sur fond de mauvais résultats de Nvidia et en amont des résultats de Apple, qui sont finalement sortis plutôt bons. Et Apple grimpe de 6% en post-market grâce à des résultats. Alors, les revenus ont dépassé les attentes. Donc 84,3 milliards de dollars générés par Apple au quatrième trimestre de cette année, quatrième trimestre de 2018. Les estimations, c'était 84 milliards. Alors certes, le nombre d'iPhone vendus a manqué les attentes de peu, mais il a manqué les attentes, ce nombre d'iPhone vendus. Mais les revenus sont toujours là. Donc voilà, Apple. Il me semble, alors j'ai vu, il faut ça vérifier, mais il me semble qu'en 2018, le chiffre d'affaires d'Apple, c'est 268 milliards de dollars. Imaginez 268 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est énorme. Voilà. Donc, sous-performance des techs, surperformance des industriels hier, et ce matin, pareil, on a une dispersion des indices. Regardez le Nikkei qui est en baisse, mais le MSCI Asie ex-Japon est en hausse. Voilà, on est plutôt balancé entre appétit et aversion au risque. Le yen ce matin est en baisse, le gold est en hausse. Le gold qui a atteint un plus haut de 8 mois et demi, plus haut de mois de juin 2017. 1211 $. Donc voilà, donc vraiment là on voit le S&P finalement depuis 2 semaines, il est en consolidation. Depuis la mi-janvier, le S&P ne fait rien du tout. Donc voilà, on attend vraiment des catalyseurs. Ça peut venir du Brexit, ça peut venir des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui reprennent à partir d'aujourd'hui, pardon. Donc aujourd'hui, demain, discussion à Washington entre Américains et Chinois, ou ça peut venir de la Fed. La Fed, alors je ne dirais pas qu'elle va devenir accommodante, mais si elle devient moins restrictive que ce qu'on a pu entendre lors des dernières décisions des taux, ça serait un facteur positif pour l'appétit au risque et donc pour les actifs sensibles à la croissance mondiale, les marchés actions, les devises commodities et le pétrole. Voilà, au niveau du calendrier économique, alors pas mal de statistiques, pas beaucoup de statistiques, mais quand même des importantes. IPC de la main à 14 heures, attendu à 1,6%, et le PIB annualisé des États-Unis attendu à 2,6%. Voilà, donc PIB américain, prévisionnel, c'est la première estimation, donc c'est la plus importante. Et enfin, ce soir, 20h, 20h française, comme vous le savez, nous aurons la décision des taux de la Fed et à 20h30, le discours de Powell. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez, 8h22, premier article publié par Valentin Franc. Donc voilà, vous avez un article vraiment assez complet. Je trouve personnellement, cet article résume énormément ce qui s'est passé la veille et ce qui s'est passé en Asie la nuit. Donc si vous voulez un récap de l'actualité et un briefing de ce qui va se passer pendant la séance européenne qui débute, je vous invite vivement à lire cet article qui est en ligne aux alentours de 8h30, voilà, heure française. Vous voyez, je parle de Wall Street, là j'ai fait un débrief du Brexit, l'Asie, l'or, le pétrole, le Forex et ce qu'on attend aujourd'hui avec calendrier, etc., etc. Donc voilà, je vous envoie le lien. Si vous aimez, eh bien écoutez, c'est parfait. Si vous aimez pas, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi. Voilà, à partager votre feedback, c'est toujours tant qu'il est constructif, moi ça m'intéresse. Donc voilà. Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on va pouvoir commencer dans le vif du sujet avec l'analyse technique. Donc on voit ce matin AUD
net surperformance, on a eu des bons chiffres de l'inflation, on a l'or qui progresse, on a le pétrole qui progresse, donc on a tout pour que l'USD monte ce matin. À l'inverse, franc-suisse est en baisse ainsi que l'euro. Voilà, au niveau des marchés actions, on voit que ça consolide. Alors le CAC, honnêtement, je m'attendais pas à cette hausse, mais on voit que les indices européens, à l'inverse des indices américains, continuent à monter. Regardez le CAC 40, regardez le S&P. Le S&P est en consolidation depuis le 18 janvier. Le CAC, ou même le DAX, peu importe, est en hausse. Donc je suis assez surpris de cette hausse. Je vois pas vraiment les catalyseurs qui justifient celle-ci. Mais bon, voilà. Pour le moment, c'est haussier au niveau du CAC 40. Bien évidemment, si on a une baisse importante du S&P, si par exemple le S&P sort par le bas de ce range, comme je l'anticipe, mais on n'a pas encore le signal, mais si on y sort par le bas, ce sera également un signal baissier pour les indices européens. Voilà, donc le CAC, à l'image de ce canal, tant qu'il est dedans, le mieux, alors pour ceux qui sont déjà à l'achat, eh bien c'est de maintenir la position acheteuse, pourquoi pas jusqu'à 5000 points, même si voilà, ça va être, je pense, assez compliqué à aller chercher ce niveau de prix, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, 5000 c'est ce niveau-là, regardez. 5000 points. Voilà, 5000 points. Donc peut-être qu'on va aller chercher ce niveau de prix. On a déjà dépassé ce support à 4900. Donc voilà, prochaine résistance, moi que je constate, c'est 5000. Donc je pense pas que ce soit le moment ce matin. C'est trop tard. Voilà, je l'ai pas vu venir. C'est trop tard pour passer à l'achat et viser 5000 points. Maintenant, pour ceux qui sont déjà à l'achat, pourquoi pas aller chercher 5000? Pourquoi pas? En tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est en cas de sortie par le bas de ce canal, puisqu'on reste dans une tendance baissière. Donc ce canal, qu'est-ce qu'il montre? Il montre seulement une respiration, une phase de respiration de cette tendance baissière. C'est, on va dire, assez normal, même si voilà, elle est assez longue quand même, ce rebond est assez long. C'est assez normal. Alors pourquoi on a ce rebond? Alors, au début, c'était principalement en prévision des résultats des entreprises. Puisque les attentes ont été revues à la baisse, on a eu des bonnes surprises dès le début des publications des résultats, ce qui permet de soutenir les marchés. Mais voilà, finalement, fondamentalement, point de vue macro ou politique, la situation est globalement la même, que ce soit aujourd'hui ou il y a un mois, même peut-être pire il y a aujourd'hui, puisqu'on a eu il y a quand même 35 jours de shutdown aux États-Unis, ce qui devrait coûter à l'économie américaine. De plus, les températures sont quand même assez froides aux États-Unis. Alors, on va juste regarder la température à Washington. Mais à Washington, pardon, à Chicago. Mais voilà, moins 25 degrés Celsius. Moins 25 degrés Celsius. La température, faut savoir que la météo impacte directement la consommation. Et puisque le PIB américain est généré à 2/3 par la consommation intérieure, eh bien, le fait qu'on ait à Chicago moins 25 degrés Celsius, alors là, j'ai pris que Chicago, mais il faudrait regarder la température moyenne. Pour cela, vous avez un site web qui peut vous aider, pardon, qui peut vous aider. Il s'appelle Trading Economics. Vous le connaissez peut-être sûrement déjà. Voilà, c'est la minute éducative, on va appeler ça. Donc indicateur. Et là, vous allez dans climat, température. Et là, on va prendre le G20. Ah oui, mais là, c'est pas actualisé, donc c'est 2015. Bon, du coup, va falloir trouver un autre site. Je verrai si j'en trouve un. Mais voilà, en tout cas, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la température, plus les températures sont froides, eh bien forcément, moins les personnes vont sortir pour aller faire du shopping. Voilà, ils vont plus avoir tendance à rester chez eux, et donc ça impacte la consommation. Donc voilà, shutdown plus température basse, PIB prévisionnel, bon du quatrième trimestre, donc c'est pas pour le mois de janvier, mais donc qui sera publié aujourd'hui, donc ça devrait pas être affecté cette publication, mais voilà, vous avez compris que le shutdown et les températures basses devraient avoir un poids sur les ventes au détail et donc sur la consommation. Alors Nicole qui me dit bonjour, mais si Valentin, vos articles sont toujours intéressants. Merci Nicole pour ce compliment. Alors, je reviens, pardon, au vif du sujet. Donc le CAC, je pense que en 2-3 mots,
il y a rien à, enfin, ceux qui sont déjà à l'achat, c'est encore possible de maintenir la position longue jusqu'à potentiellement 5000. Attention, faut surveiller ce que fait le S&P, parce que si le S&P sort par le bas de son range, ça sera un signal également baissier pour l'ensemble des indices, dont le CAC 40. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut passer à l'achat maintenant sur le CAC? La réponse est non, c'est trop tard. Dommage, tant pis, mais c'est trop tard. Voilà. Et pour passer à la vente, eh bien, je pense que le mieux, c'est d'attendre la sortie par le bas de ce canal. Lorsqu'on sortira par le bas de ce canal, ce sera un moment potentiellement intéressant pour voilà, shorter le CAC 40. Au niveau du DAX, même topo, regardez, on est dans un, alors pas dans un canal, mais plutôt dans un biseau. Alors attendez, je vais ajuster, voilà, j'ajuste ce canal. Voilà. Voilà, donc dans un canal, si on y sort par le bas, eh bien, ça sera signal baissier. Voilà, signal baissier. Et pour prochain, comment dire, prochain support à court terme, enfin résistance, pardon. Là, on a une résistance importante, c'est 11 692. Regardez, c'était le support en février-mars 2018. Ce fut une résistance, enfin un support en octobre, devenu résistance en novembre. Donc là, ça c'est un niveau très très important que je veux mettre voilà, en perspective, en jaune. Alors ça m'étonnerait qu'on achète ce niveau-là, même si bon, on peut être surpris. Hein. Je pense qu'on va déjà 11 400, 11 500, 11 500 sera un niveau assez important. C'est un seuil psychologique, donc voilà, 11 500 points. Si on passe au-dessus de 11 500, pourquoi pas aller chercher 11 700, mais bon, encore une fois, il faudrait vraiment un catalyseur, à mon avis, politique. Donc, soit vraiment une avancée significative sur le Brexit, soit une avancée significative sur les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ou soit une Fed qui devient moins restrictive. Je dirais pas prudente, je dirais pas accommodante, mais moins restrictive. Voilà, donc en intraday, je pense que les indices vont rester à l'équilibre. On est dans une période vraiment de transition. On attend la Fed et comme chaque moment avant la Fed, les marchés ont tendance à consolider à l'image du S&P 500. Vraiment, le S&P 500 illustre voilà, cette phase de consolidation. Donc là, le S&P, il n'y a rien à faire, je dirais, tant qu'on est dans ce range. Et si on y sort par le bas, eh bien, ça sera un signal baissier en direction des 2500, puis potentiellement les plus bas de décembre. Et à l'inverse, on y sort par le haut, ça sera un signal haussier en direction des 2800 points. Voilà. Voilà pour le S&P 500. S&P, Nasdaq, c'est pareil. Hein. Nasdaq consolidation, comme vous pouvez le constater. On est dans les bandes de Keltner. Voilà, on n'a pas vraiment de, comment dire, de signaux sur les trois indices américains. Voilà, c'est des ranges. Alors, je continue avec le Forex. Un point sur le DXY mensuel. DXY mensuel. Voilà, on voit depuis que les attentes en termes de taux de la Fed ont diminué, on a un DXY qui est en baisse. Donc là, on a une Fed qui devient depuis décembre, cas qui est interprété par le marché, une Fed qui devrait devenir de moins en moins restrictive. Pas accommodante, mais moins restrictive que ce qu'on aurait pu imaginer il y a 6 mois ou un an. Donc là, en journalier, le DXY consolide selon ce que va dire la Fed. Alors, si on a une Fed qui devient moins restrictive, qui, par exemple, dit qu'elle va arrêter de façon précoce la normalisation de son bilan ou qu'elle va réduire la taille de la normalisation de son bilan, peu importe. Si elle devient moins restrictive qu'actuellement, ce sera baissier pour le dollar, comme vous pouvez vous en douter. Et donc haussier pour les autres actifs, pour les autres paires majeures. Au niveau de l'eurodoll, donc consolidation, hein, l'eurodoll c'est l'inverse du DXY. Si on a une Fed qui devient restrictive, l'eurodoll ira chercher un 15. Donc à contraire, si on a une Fed qui maintient, comment dire, qui maintient sa direction, qui maintient son cap sans changer vraiment, sans faire aucune modification, eh bien l'euro-dollar a des chances de revenir en baisse. Tout comme le GBP-USD. Le GBP-USD, il a perdu du terrain donc hier à la suite des amendements qui ont été votés au Parlement.
Donc, 2 amendements à retenir qui ont été votés. Un, faut retenir que le Parlement, la majorité du Parlement, refuse qu'il y ait un Brexit. Deuxième amendement, ils souhaitent beaucoup plus de flexibilité sur le backstop. Voilà, c'est les 2 amendements à surveiller, enfin à retenir finalement de ce qui a été voté hier. Donc GBP, potentiellement retour à 1,30 avant une reprise haussière. Voilà, ça sera à surveiller, mais le GBP très très délicat à le trader comme vous le savez. L'USD Yen, bon, voilà, journalier, consolidation, pareil, hein, pas grand chose. Vraiment les paires en dollars, savoir qu'avant la Fed, toutes les paires en dollars ont tendance à consolider. Voilà, c'est souvent le cas, donc voilà, faut pas s'attendre, comment dire, à d'importants mouvements avant la Fed. L'USD CAD, bon, l'USD CAD, on revient à 1,3183, baisse des cours de pétrole, ça fait pression sur le CAD. Ça fait pression sur le CAD, ce qui permet de limiter les pertes du dollar USD. L'AUD, alors l'AUD rebondit grâce à la hausse des matières premières. Regardez, or en hausse, argent en hausse, pétrole, bon, en baisse, légère baisse matin, mais on a eu du plus 2-3% hier. Plus 2% hier, pardon, sur les cours de pétrole. Donc voilà, hausse des matières premières dit hausse de l'AUD. L'AUD, c'est la devise la plus corrélée aux matières premières. Ça, faut le savoir. Donc voilà, l'AUD est en hausse. En plus, on a eu un bon IPC. Donc là, en intraday, je pense que voilà, on peut aller chercher encore une vingtaine de pips sur l'AUD USD. Euh, et, euh, et voilà. Et au niveau du NZD, pareil, une vingtaine de pips à la hausse. Je pense qu'on peut aller chercher les plus loin intraday, mais pas plus. Alors, faut-il fermer ses positions et attendre la déclaration de la Fed? Alors tout dépend des positions que vous avez, hein, Pascal. C'est vrai que c'est plus prudent d'attendre la Fed et de clôturer ses positions avant. Maintenant, voilà, ça dépend où est votre stop, ça dépend de votre stratégie. Si c'est sur du moyen long terme, vous serez peu impacté ou en tout cas moins impacté par la Fed. Donc voilà. Avant la Fed, consolidation des paires en dollars, donc les investisseurs ne sortent pas du marché. Alors si en fait normalement on voit les open interest, ce qu'on appelle les nombres de contrats futurs en circulation, qui baissent légèrement. Lorsqu'on a des consolidations, on a les open interest, il n'y a pas vraiment de traduction en français il me semble, qui diminuent très légèrement. Je ne sais pas quelle chute, mais on a une diminution. Et le fait qu'on ait peu de volume, c'est ça qui justifie la consolidation. Donc voilà, vraiment les investisseurs attendent, hein, attendent ce qui va se passer au niveau de la Fed. Pourquoi l'or selon la pourquoi pour l'or selon la Fed tu penses à un rebond baissier? Euh, alors tout va dépendre de la Fed. Moi j'ai des sentiments, vous savez, mais c'est pas je pense pas qu'on peut trader avec ces sentiments. Donc voilà, je pense que la Fed doit être assez prudente. Jérôme Powell est enfin il semble en tout cas très flexible dans sa communication. Par exemple en décembre, voilà, il s'est montré déjà plus prudent par rapport à septembre. Il fallait peu de choses pour que Jérôme Powell adoucisse son ton. Donc là, pareil, ça pourrait être de même. Donc on pourrait avoir un ton un peu plus prudent de Jérôme Powell, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis le mois dernier. Donc, de ce fait, oui, je pense que le dollar pourrait baisser ce soir. Maintenant, ça, c'est un sentiment et enfin, on ne peut pas trader avec les sentiments. Donc, voilà, va falloir attendre des signaux pour vraiment, voilà, se positionner, on va dire, trader la Fed ce soir. En tout cas, l'or, si on se base d'un point de vue analyse technique, on a eu un signal haussier vendredi en clôturant au-dessus de la bande supérieure de Kettner, mais en même temps au-dessus des 1300 $. Donc, c'était un double signal haussier. Double signal haussier. Et comme je vous l'ai dit hier, moi personnellement, la prochaine résistance majeure que je constate, elle est à 1337 $. Donc je dirais que la porte, elle est ouverte jusqu'à 1337 $ pour l'or, avant une correction importante. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de chandelier baissier avant 1337 $. On peut avoir des séances baissières. On va pas connaître une ascension comme ce qu'on connaît depuis vendredi jusqu'à 1337 $. Ça m'étonnerait. Mais je pense que on peut avoir un retour à 1337 $ avant vraiment une baisse de l'or.
Donc pour ceux qui sont à l'achat sur l'or, encore une fois, vous pouvez maintenir, je pense, vos positions longues. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment, en tout cas, à l'image voilà, de cette oblique en jaune, hein, oblique de momentum. Tant que le RSI est au-dessus de cette oblique, voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur la tendance actuelle de l'or. Au niveau du pétrole, bon, le pétrole il est en consolidation, on ne sait pas trop sur quel pied bouger. On a dans le même temps un ralentissement de l'économie mondiale, mais également des sanctions qui sont mises en place par les États-Unis, enfin en tout cas la menace de sanctions américaines contre l'entreprise pétrolière vénézuélienne. Donc même finalement ça pourrait avoir le même impact que ce qu'on avait en Iran, peut-être un petit peu moins parce que Washington a perdu en crédibilité sur le dossier iranien, étant donné que pendant plusieurs mois, Washington indiquait que les pays et les entreprises qui achetaient du pétrole, qui allaient acheter du pétrole iranien à partir du 4 novembre, allaient être sanctionnés. Et finalement, en août, qu'est-ce qu'on a eu de la part de Washington? Eh bien, 6 pays qui ont été exemptés de ces sanctions. Ces 6 pays représentent 80% des exportations de pétrole iranien. Donc autant dire que les menaces de Washington étaient assez finalement inutiles. Voilà. Donc la crédibilité en a pris un coup. Et donc si demain Washington venait à mettre des sanctions à l'image de ce qu'on connaît au niveau de l'Iran, eh bien, on aurait, oui, un mouvement haussier sur le pétrole, mais beaucoup moins que ce qu'on avait connu en 2018. Je vous rappelle, où on avait eu vraiment une hausse de, voilà, très très importante des cours de pétrole. Je pense que voilà, si on a des sanctions contre le Venezuela, ça peut prendre 10, ça peut prendre 15%. Maintenant plus, ça me semble peu probable. Voilà, techniquement, on est en consolidation. Donc en swing, moi j'aurais vraiment la préférence de trader à l'intérieur de ce range, hein, vous voyez, range entre 50, 51 et pardon, 59, 60, excusez-moi, 59, 60 dollars, c'est la borne basse. La borne haute est à 63 dollars. Un petit mot sur les cryptos. Alors, sur les cryptos, pas grand chose à dire, hein. Consolidation. Moi, ce que je m'attends, c'est un retour vers les plus bas. Alors, je vais sortir mon graphic trading view, BTC, USD. Voilà. Moi, ce que je m'attends sur les cryptos à court terme, c'est que le Bitcoin revienne chercher son plus bas de 2018, son plus bas prix de clôture, pardon. Donc, c'est aux alentours des 3300. Voilà. Donc, je m'attends à un retour à 3300 dollars sur les cryptos, enfin, sur le Bitcoin. Et dans la même logique, sur l'Ether, sur Ripple, je m'attends à un retour au plus bas de l'année 2018. Bonjour, au niveau de la saisonnalité, février se passe comme en général pour les indices et le début du mois de février, si possible, une indication. Oui, oui, alors, pour cela, je vous invite à aller sur Equity Clock, equityclock.com, site qui analyse la saisonnalité de plein d'actifs. Là, nous allons aller dans Benchmark, nous allons aller dans Broad Market. Et là, on va chercher S&P 500. Alors déjà, on peut aller chercher le NICE, NICE Composite, hein. NICE Composite, février, Gain Frequency, 45%. Donc, plus de chances de baisse que de hausse sur les 20 dernières années. Sur le NICE Composite. NICE Composite, ça regroupe des large, des mid et des small caps. S&P 500. Donc S&P 500, c'est que des grosses compagnies. 50% de chances de gain en février. Donc à l'équilibre. Voilà. Voilà donc quel niveau de résistance forte sur Apple Daily et 4 heures. Alors oui, faisons un point sur Apple, tiens. Très bonne idée. Alors ce soir, on a des résultats, on a Amazon, on a Facebook. Donc voilà, attention, hein, prudence au niveau des résultats des entreprises. Alors Apple, déjà en journalier, signal haussier. On peut voir que là, c'est le contrat futur. Hein, donc on a la cotation d'hier. Signal haussier sur Apple. RSI bien orienté à la hausse. RSI dorénavant au-dessus de 50. Prix qui clôture au-dessus de sa vente supérieure de Kellner. Voilà. Concrètement, on a des signaux qui deviennent bullish. C'est la première clôture journalière de ce type, oui, depuis assez longtemps. Donc voilà, on a de quoi espérer une correction finalement, une correction de cette baisse
on va chercher déjà une correction de 38%, c'est-à-dire un retour à 176 dollars. C'est le premier objectif pour Apple. Retour à 176 dollars. Et tant que le momentum évoluera au-dessus de cette oblique, la tendance restera indiscutablement haussière sur du court terme. Et on peut même céder la bande inférieure de Kettner comme baromètre de tendance haussière. Enfin, finalement, la bande opposée à la tendance, la bande de Kettner opposée à la tendance, pardon, comme baromètre. C'est-à-dire que si on est dans une tendance baissière, la bande supérieure va être un indicateur de tendance. C'est-à-dire que tant que le cours évoluera en dessous de celle-ci, on sera dans une tendance baissière. Et si on passe au-dessus de la bande supérieure, dans ce cas, la bande inférieure devient le niveau de renversement de tendance. Voilà, donc Philippe, en daily, direction 176, en 4 heures, bon 4 heures compliqué à dire, hein, 4 heures, ça veut pas dire grand chose, mais je dirais que la résistance, vous voyez le top du 31 décembre qui n'a pas été encore dépassé, sera la résistance. Ah, ça n'a pas été, pardon, dépassé, parce que là, en intraday, j'ai pas les cotations du futur. Mais dans les cotations du futur, on est au-dessus de ce niveau-là, donc ça a été dépassé. Donc voilà, prochaine résistance à court terme, c'est 170, pardon, 170 dollars. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Pas de stratégie à vous donner aujourd'hui, étant donné qu'on est jour de la Fed. Voilà, c'est la prudence voilà, qui domine. Donc voilà. Excellente journée à vous. Merci pour votre attention et je vous dis à demain, à ce soir pour mon webinaire éducatif à 18 h. N'oubliez pas de me rejoindre. Donc séminaire en ligne, je vous envoie le lien d'inscription. Voilà, lien d'inscription, le voici. Et voilà, merci pour votre attention, excellente journée et je vous dis à demain pour ceux que je ne trouverai pas ce soir dans le webinaire éducatif.